Salut les youtubeurs. En 2021, on a eu beaucoup de nouveautés sur YouTube, on a eu l'arrivée fracassante des shorts, on a eu la fin des dislikes, on a eu aussi la montée du visionnage sur télévision. Bref, pas mal de trucs qui ont changé la donne, mais en 2022, ça va être bien plus important. Notamment avec l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle. Donc voilà pour vous toutes les opportunités qu'on peut saisir sur YouTube en 2022 et les quelques inquiétudes qu'il faudra avoir. Bon, je viens de regarder, ça fait 53 jours que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. Faut m'engueuler là les copains quand je fais un truc comme ça. Envoyez-moi des messages pour dire « Hey, oh, tu nous sors des vidéos s'il te plaît ?» Donc voilà, je m'y mets. Cette vidéo sera pas parfaite, elle est moins écrite que d'habitude, mais je pense qu'elle sera tout aussi dense, bourrée d'infos et bourrée de bons conseils pour que vous puissiez propulser vos chaînes en 2022. C'est tout ce que j'espère en tout cas. Et à la fin, j'y couperai pas, je ferai mon petit bilan du coin des youtubeurs pour 2021 et ce qui va arriver en 2022 pour tous les créateurs YouTube. Alors déjà, faut se rendre compte que finalement, 2021 pour YouTube a été une année où il y a pas eu vraiment de gros problèmes. Le plus gros drame pour YouTube en 2021, ça a été de faire disparaître les dislikes et plein de gens qui se sont un petit peu offusqués du truc. Mais il faut se souvenir quand même que les années précédentes, on a eu les YouTube Gate, l'Apocalypse, les vidéos terroristes, on avait eu la loi Coppa, on avait eu des trucs quand même assez lourds pour YouTube chaque année. Ils n'étaient pas tranquilles et là, c'est quelque part la première année où il n'y a pas de gros désastre qui se produit, aussi parce que YouTube a mis beaucoup de garde-fous. Et donc ce que ça a permis à YouTube de faire, c'est d'expérimenter énormément de nouveautés. Vous savez où je vous en parle systématiquement dans le live qu'on fait au début de chaque mois. Je vous donne toutes les nouveautés qui se passent sur YouTube et qui sont expérimentées. Là, il y en a eu beaucoup plus encore que les années précédentes et c'est pas pour rien. Donc on va parler de short, on va parler de podcast, on va parler de streaming, mais avant tout ça, je voudrais vous parler pour moi de la grosse nouveauté de cette année qui va être l'impact très fort de l'intelligence artificielle sur la plateforme YouTube. Alors déjà, pourquoi YouTube expérimente et veut mettre en avant des outils d'intelligence artificielle ? Pour plusieurs raisons, déjà parce que sur la plateforme, il y a énormément de vidéos, énormément de créateurs et c'est absolument impossible pour des humains de gérer ça à la main. Donc il y a une nécessité d'automatiser un certain nombre de tâches comme la détection des contenus problématiques, avec parfois des petits ratés, mais il n'y a pas le choix, YouTube est obligé de passer par là. Et surtout l'intelligence artificielle, en fait c'est beaucoup plus fiable pour YouTube que de faire confiance aux humains. Parce que vous, moi, on est plutôt des créateurs qui essayons de faire les choses correctement sur la plateforme, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'humains qui essaient de faire du mal via la plateforme et de l'utiliser à mauvais escient en fait. Et ça on le voit pas trop, mais YouTube, ils pensent constamment, ils sont constamment en train d'essayer de lutter contre tout ce qui va être pornographique, terroriste, etc. Et ces gens-là, ils ont aucune limite. Et ils essaient en permanence de tromper la machinerie de YouTube. Donc pour reprendre un exemple que j'utilise souvent, c'est bien pour ça que les tags, ça fait très longtemps, plusieurs années même, que ça n'a plus d'importance sur YouTube, pour les algorithmes de recommandation en particulier, parce que c'est pas fiable du tout et qu'il y a des tonnes de gens qui essaient de biaiser le système. Donc ça fait longtemps que YouTube utilise des outils de Google, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, pour pouvoir faire de l'analyse sémantique, pour pouvoir déterminer exactement quelles sont les thématiques de la vidéo. Donc quelques exemples d'intelligence artificielle que YouTube a expérimenté et mis en place en 2021. Déjà, l'intelligence artificielle dans les commentaires. Vous avez remarqué probablement, sur mobile, généralement, souvent, il y a un commentaire qui est sélectionné par l'algo. C'est même pas le commentaire épinglé. Si vous mettez un commentaire épinglé, c'est rarement celui-là qui va apparaître sous la lecture de la vidéo. C'est un commentaire que l'intelligence artificielle a déterminé comme étant celui qui est le plus susceptible de faire réagir les gens qui vont regarder la vidéo. De la même manière, l'intelligence artificielle pour les playlists, YouTube a commencé à créer, déjà un petit peu plus d'1 an, des mix de chaque chaîne YouTube dans lesquels l'intelligence artificielle détermine quel est le meilleur ordre des vidéos pour que les personnes qui démarrent cette playlist puissent se faire un peu une bonne idée d'une chaîne YouTube. Donc voilà, on remet un peu en place les bonnes vidéos dans le bon ordre. Ensuite, on va avoir l'IA dans l'analyse des textes et des images. Ça, c'est quelque chose que Google a développé depuis de nombreuses années, mais qui commence à être implémenté sur YouTube depuis quelques temps. Et vous pouvez aller voir, vous allez sur le site Google Cloud Vision, et vous pouvez même tester, vous pouvez mettre votre miniature, et YouTube va vous dire ce qu'il reconnaît comme les différents éléments de la miniature. Vous avez même des pourcentages de probabilité. Vous avez aussi la même chose avec du texte, donc vous pouvez mettre un petit texte. Imaginez que ce texte, c'est typiquement le transcript de ce que vous dites à l'oral, parce que YouTube transcrit tout ce que vous dites à l'oral en texte. Et là, vous pouvez voir aussi que Google est tout à fait capable de faire des analyses de champs sémantiques pour déterminer quel est le sujet de votre vidéo, savoir si c'est plutôt un discours qui est positif, optimiste ou plutôt négatif, dramatique. Vous avez toutes les émotions qui sont associées, c'est assez impressionnant tout ce que l'IA est capable de faire. Donc voilà, allez voir, allez expérimenter et vous allez vite comprendre en fait à quel point c'est puissant ces choses-là. Et ça se fait d'ailleurs instantanément, vous avez remarqué maintenant quand vous uploadez une vidéo, ces informations elles sont lues tout de suite en fait. Et une application de Cloud Vision sur la partie image justement, c'est par exemple toutes ces chaînes qui ont eu des grosses problématiques qui se sont fait supprimer d'un seul coup parce qu'il y avait une image porno qui était apparue, que ce soit juste la petite vignette de quelqu'un qui avait mis un commentaire qui avait été renvoyé sur le stream, ou que ce soit quelqu'un qui avait un petit peu hacké la chaîne YouTube d'une manière ou d'une autre.
voilà, ça fait sauter la chaîne instantanément. C'est vraiment hyper rapide en fait. Et ça, quelque part, c'est dans l'intérêt de YouTube de faire ça pour éviter tout problème et surtout tout drame, quoi. Ensuite, un secteur dans lequel YouTube est vraiment en train de déployer beaucoup de choses, il y a des nouveautés qui arrivent très prochainement en 2022, c'est l'intelligence artificielle dans la recherche YouTube. C'est assez intéressant parce que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde, après Google, ça appartient à Google. YouTube a énormément travaillé sur l'implémentation des chapitrages automatiques sur les vidéos, et on a quand même le sentiment, en tout cas quand on entend leur discours, que c'est vraiment pour améliorer la performance de la recherche, c'est-à-dire plutôt que de dire « Ok, vous avez posé cette question, on vous envoie une vidéo de 15 minutes qui peut y répondre », YouTube va plutôt faire, comme c'est déjà un petit peu le cas sur Google parfois, vous avez cette question-là, et bien la réponse se trouve dans cette vidéo entre 5 minutes 34 et 6 minutes 28. Et donc on va avoir juste le petit segment qui donne la petite réponse. Problème que ça peut poser, c'est que si votre stratégie c'est de viser le moteur de recherche en permanence avec toutes vos vidéos, vous allez probablement avoir de plus en plus de mal à vous créer une communauté, à faire en sorte que les gens voient votre intro, voient votre présentation, voient votre appel à l'action à la fin. Ils vont juste avoir le petit bout qu'ils voulaient, la petite information qu'ils voulaient, et puis ils repartent aussi vite. Donc moi je vous conseille toujours quand même d'avoir quelques vidéos qui visent la recherche, parce que ça permet d'amener toujours du sang neuf sur votre chaîne et surtout d'aller chercher des audiences un petit peu parallèles à la vôtre. Mais clairement en 2022, ce sera pas le moment de se dire je mets toutes mes billes là-dedans, parce que c'est une stratégie qui est vraiment en train de péricliter petit à petit. Ensuite, on a l'IA sur l'analyse des types de contenus. Avec l'arrivée des YouTube Shorts, YouTube a dû faire en sorte de pouvoir détecter si une vidéo qui était publiée était un short ou était ce qu'ils appellent une vidéo à la demande, c'est-à-dire des vidéos classiques, traditionnelles. Donc pour ça, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas très sophistiquée, vu qu'il fallait regarder grand gros si la vidéo était verticale, si elle faisait moins d'une minute, et puis éventuellement s'il y avait un petit hashtag short dans le titre au début du déploiement de cette fonctionnalité. Mais l'air de rien, ça montre que YouTube est en train de classifier les différents types de vidéos. Et ils vont pas s'arrêter aux shorts. Et pourquoi c'est hyper intéressant pour YouTube de classer des différents types de vidéos, les shorts, les lives, les streams, les podcasts, etc. Tout simplement parce que le but de YouTube, et c'est ça qu'on va voir arriver énormément en 2022, c'est de devenir les maîtres du monde, en gros, sur tout ce qui concerne la vidéo. Aujourd'hui, on a Twitch pour les streams, on a TikTok pour les formats courts, on a YouTube pour les vidéos à la demande, on a Apple Podcast pour les podcasts. Sauf qu'en fait, on voit arriver toutes ces fonctionnalités sur YouTube, et en gros, YouTube se dit, là, c'est le moment, il faut qu'on balance le paquet pour être la plateforme de référence sur tout ce qui est contenu vidéo et même un petit peu contenu audio. Et donc pour ça, ils ont besoin de classifier l'énorme catalogue de contenus qu'ils ont déjà, parce qu'il y a déjà des podcasts sur la plateforme, il y a déjà des streams, il y a déjà des lives, il y a déjà des contenus courts. Et donc leur idée et leur but en 2022, c'est grâce à l'IA de pouvoir classer tout ça et d'avoir une énorme masse de contenu dans chacune de ces nouvelles catégories sur lesquelles ils veulent cartonner. Parce qu'on pourrait se dire, s'ils veulent faire différentes catégories de contenu, ils pourraient nous mettre une petite case à cocher au moment où on met en ligne la vidéo. Oui, sauf que ça marche que sur les contenus qui vont venir. Mais ce qui intéresse YouTube, c'est de tirer profit des millions et des millions de vidéos qui ont déjà été publiées avant. Et je sais pas vous, mais moi je vais pas retourner sur mes 2000 anciennes vidéos pour aller cocher exactement le type de contenu que c'était, quoi. Et enfin, un peu similaire aux playlists, YouTube a annoncé tout récemment que pour les viewers, ils allaient pouvoir classer leurs abonnements par différentes catégories et qu'il y aurait une catégorie vos favoris. Donc on va dire que c'est un petit peu une IA, mais c'est pas une IA très évoluée. Mais j'ai bon espoir que ce nouvel outil puisse apporter un nouveau moyen de découvrabilité de nos chaînes YouTube. Parce qu'aujourd'hui, la découvrabilité sur YouTube, elle se fait essentiellement par des vidéos, c'est-à-dire qu'on va pas découvrir une chaîne, on va découvrir une vidéo, on va se dire tiens, elle est intéressante, j'aime bien ce créateur, je vais aller voir sa chaîne ensuite, on découvre sa chaîne comme ça. Mais c'est vrai qu'en analysant les chaînes auxquelles on est abonné et les chaînes surtout qu'on va visionner, YouTube va pouvoir petit à petit dire tiens, en fait, les gens qui suivent ces chaînes-là sont aussi intéressés par ces chaînes-là, et je pense que YouTube aurait intérêt à aller aussi dans cette direction-là pour nous recommander des nouvelles chaînes. Voilà, on a à peu près couvert le sujet de l'IA. Maintenant, on va parler du gros sujet. Gros sujet. Les shorts, évidemment. Pourquoi c'est un gros sujet? Parce que moi, je vous en parle, et quand je vous en parle à la communauté, généralement, la plupart d'entre vous, vous êtes « Ouais, les shorts, j'aime pas trop, c'est du contenu très court, on n'a pas le temps d'exposer notre point de vue, on n'a pas le temps d'aller en profondeur dans les sujets, j'aime pas trop, je vais pas en faire. » Et c'est tout à fait légitime. Sauf que si on se met du point de vue de la plateforme, YouTube, en gros, ils ont peur de personne, sauf de TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok, en un très court laps de temps, ils ont raflé une énorme quantité d'utilisateurs et surtout, ils ont créé un nouveau créneau de consommation de vidéos. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en gros, il n'y avait que YouTube sur la partie vraiment vidéo où on allait se connecter à l'appli quand on voulait passer 20 minutes, une demi-heure, 35 minutes à regarder des vidéos. Et puis en gros, on avait Instagram pour regarder des photos quand on voulait se poser 5 minutes. Et TikTok, en fait, a pris ce créneau à Instagram en disant « Non, si vous avez 5 minutes à passer, nous on vous propose des vidéos juste pour 5 minutes, 10 minutes. » Alors après, vous y passez peut-être une demi-heure, mais au moment où vous lancez TikTok, en général, vous vous dites « je le lance pour 5 minutes ». Et donc c'est là où ils sont très très forts et c'est là où YouTube veut rattraper le retard. Donc en gros, si vous voulez, en termes de timing, YouTube, ils sont hyper pressés.
ils peuvent pas se dire on va laisser 2-3 ans voir ce qui se passe sur TikTok. Ils ont déjà suffisamment laissé de temps. Donc vous pouvez être certain qu'ils vont continuer à pousser les shorts très 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 fort pour essayer de leur piquer la place. À l'image par exemple de ce qu'Instagram avait fait avec les stories en bouffant une énorme part de marché à ce que faisait Snapchat qui avait inventé le concept des stories en fait. Donc en gros YouTube veut refaire le même coup. Et ça fonctionne bien. On a beaucoup de créateurs de contenu qui sont venus mettre des shorts sur la plateforme YouTube, beaucoup de TikTokers qui viennent mettre leur TikTok sur YouTube et qui cartonnent. Il y a des chaînes qui prennent 100 000, 200 000, des millions d'abonnés même en quelques mois juste en mettant des shorts. Donc vous mettez pas le doigt dans l'œil en vous disant que le short c'est un petit truc que YouTube fait pour essayer de faire du TikTok, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. YouTube a peur de TikTok. YouTube veut s'imposer sur ce créneau des vidéos courtes. Et surtout, c'est un format qui intéresse une audience jeune. Et vous vous doutez bien que si YouTube peut aller accrocher une audience plus jeune, bah c'est des utilisateurs qui vont rester sur YouTube ensuite beaucoup plus longtemps. Donc c'est vraiment stratégiquement très important pour YouTube de performer sur les shorts. Et surtout, le point le plus important qui fait que YouTube va jamais abandonner cette fonctionnalité, c'est, et ça c'est les équipes de YouTube qui nous en ont parlé, parce qu'en fait quand on était en rendez-vous avec eux, moi je leur avais posé la question, je leur avais dit ouais mais nous les créateurs de contenu qui faisons des vidéos de 5, 10, 15, 20 minutes et tout, comment on peut utiliser les shorts pour mettre en avant nos chaînes? Donc j'ai amené vraiment le point de vue d'un créateur de contenu YouTube aujourd'hui. Et ils répondaient toujours un peu à côté de la plaque et je comprenais pas. Et en fait après ils m'ont expliqué et là j'ai tout compris. En fait ils ont expliqué que ce qu'ils veulent avec les shorts, c'est faire en sorte que n'importe quelle personne qui a un compte YouTube crée du contenu. Et c'est là où ça a cliqué dans ma tête en fait. Je me suis dit, oh putain la vache. En fait, nous quand on a démarré YouTube il y a 10 ans, YouTube, c'était la facilité. On n'avait jamais vu un truc aussi facile pour mettre des vidéos en ligne. Même le montage, la façon de tourner les vidéos, etc., c'était beaucoup plus simple que de faire des reportages ou de faire des trucs télévisuels. Et en fait, le YouTube d'il y a 10 ans qui nous semblait facile et qui était vraiment, qui cassait une barrière à l'entrée pour pouvoir faire de la vidéo, bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les formats courts. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous sur YouTube, il faut faire quoi pour faire une vidéo? Bah souvent, on pense à un concept, on tourne avec une caméra, on prend la petite carte SD, on transfère les fichiers, des fois il faut synchroniser avec l'audio, on va faire du montage sur un ordinateur, on va créer la miniature, on va créer le titre, on va faire la description, on va mettre tout ça sur YouTube, on va planifier la publication, on va répondre aux commentaires, etc. Et en fait, même si c'est relativement simple pour nous parce qu'on a l'habitude de le faire, bah dites-vous bien que pour des petits nouveaux qui arrivent, et je parle avec des TikTokers récemment, justement, j'ai commencé à parler avec des TikTokers qui ont des comptes de plus d'1 million d'abonnés. Pour eux, c'est pas du tout naturel. Pour eux, ils se disent, mais ça m'a l'air compliqué YouTube de devoir faire tout ça. Alors que nous, en fait, on prend notre téléphone, on a notre concept en tête, on fait un plan, on fait un autre plan. Si le deuxième plan va pas, je supprime, je le refais. Je fais 3 plans, 4 plans, je fais mes petits montages, mes petits effets, je balance. C'est tellement plus simple, en fait, à créer du contenu vidéo. Et c'est là où en fait YouTube a un coup d'avance quelque part et ils se disent nous on veut absolument que n'importe quelle personne, les 2 milliards de personnes qui ont un compte YouTube, qui créent du contenu sur la plateforme. Transformer chaque viewer en créateur de contenu. Et c'est là où nous on est un peu en décalage parce qu'on est dans notre monde de personnes qui avons l'habitude de créer des belles vidéos avec des machins, trucs. Même le format horizontal, ça paraît idiot. Mais j'ai parlé avec des TikTokers, donc il y en a un, même il avait 29 ans pourtant. Et je lui parlais de création de contenu, etc. Lui, il veut faire des vidéos sur YouTube. Et il me dit, ouais, le problème par contre, c'est que je suis obligé de mettre ma caméra à l'envers pour tourner les vidéos sur YouTube. Je lui dis, comment ça à l'envers? Bah, il me dit, bah, quand je filme, moi je filme normal, je filme comme ça. Et pour YouTube, je suis obligé de la mettre à l'envers. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, on n'est pas dans le même monde du tout, quoi. Je veux dire, moi, évidemment, pour filmer, je filme à l'horizontale, c'est comme ça que je le visualise. Mais, alors, lui, je pense que c'est un petit peu l'exception. Il a 29 ans et tout ça, mais tous les jeunes qui ont grandi avec un smartphone, évidemment qu'à l'endroit, c'est ça pour eux. Filmer normalement, c'est filmer à la verticale. Donc, rien que ce petit changement-là, qui nous paraît complètement aberrant, c'est en fait un truc énorme, quoi. Donc voilà, bref, je pense vous avoir convaincu. Les shorts, c'est là pour durer. Il va falloir faire avec. Et je pense qu'il y a des opportunités intéressantes, même si vous voulez continuer à faire des contenus moyens ou longs, parce que je pense que les contenus moyens et longs, clairement, ils vont pas partir de YouTube, ils sont là pour durer, parce que c'est ce qui fait la force de YouTube. Mais gardez en tête qu'il y a d'autres types de contenus qui arrivent et ça peut être intéressant pour vous de vous positionner dessus. Les podcasts. Pourquoi je vous parle des podcasts sur YouTube? Bah parce que il y en a déjà plein qui sont présents, évidemment, des enregistrements audio, des enregistrements même vidéo de podcasts, d'interviews, de trucs comme ça. Et j'ai commencé à remarquer quelque chose, c'est que quand on a YouTube Premium, sur certaines vidéos, on voit apparaître un petit bouton qui marque commande d'écoute. Et quand on clique sur ce bouton, ça nous met des commandes dans l'appli YouTube, des commandes qui sont des commandes de podcast, c'est-à-dire plus 10 secondes, moins 10 secondes, passer au morceau suivant, passer au morceau d'avant. Et ça, c'est pas des commandes de musique.
plus 10 secondes, moins 10 secondes, on le fait pas sur un morceau de musique. C'est vraiment des commandes de podcast, du genre, tiens, il y a quelque chose qui était intéressant, je vais retourner 20 secondes en arrière, ou il y a une pub, je vais avancer 3 fois de 10 secondes pour passer la pub. C'est vraiment des commandes de podcast, et c'est intéressant de voir que ça débarque discretos comme ça dans l'appli YouTube, que YouTube est en train de tester, d'expérimenter encore une fois. Pourquoi ça peut être puissant? Tout simplement parce que les podcasts, c'est un médium qui prend de l'ampleur, que de plus en plus de gens utilisent. Sauf que le gros problème du podcast, c'est sa découvrabilité. Il n'y a pas de moyen facile aujourd'hui pour faire en sorte que quand on crée un podcast, il y ait constamment des nouvelles personnes qui nous découvrent et qui décident de s'abonner à notre podcast. Il n'y a pas tellement de recommandations qui sont bien fichues sur les différents sites, Spotify, Apple Podcasts, etc. Bref, quand vous créez un podcast, le plus dur, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui le découvrent. Et là où YouTube peut être hyper puissant, c'est que le système de découvrabilité, on l'a déjà. Ça peut être recommandé sur le côté, ça peut arriver dans la recherche, ça peut arriver en page d'accueil. Et puis surtout, avec les chapitres automatiques, je pense que ça peut être hyper puissant parce qu'on peut découvrir des formats longs, d'1 heure ou 2 heures, podcast ou live d'ailleurs, et on peut dire, ok, en fait, finalement, visiblement, ce qu'il y a à 35 minutes, ça a l'air super intéressant, je vais déjà démarrer là. Et donc ça peut permettre de découvrir des nouveaux créateurs de contenu, des contenus longs justement, sans avoir besoin de se taper peut-être une demi-heure de blabla avant d'arriver à la partie qui nous intéresse. Et donc je pense qu'en termes de découvrabilité pour les podcasts, il y a un potentiel énorme, et ce serait vraiment super si YouTube prenait cette place-là. Je suis pas sûr que ce soit leur priorité pour 2022, mais clairement ça arrive. Le streaming, je vous en avais déjà parlé aussi dans un précédent live sur le coin des YouTubeurs. Il y a pas mal de nouveautés qui arrivent qui là vont vraiment copier-coller les fonctionnalités qui marchent bien sur Twitch, pouvoir faire des raids vers d'autres chaînes, pouvoir avoir des trucs qui engagent un petit peu la communauté, etc. Et il y a même un partenariat avec Discord pour certains aspects. Donc voilà, il y a plein de choses super cool qui arrivent sur le streaming sur YouTube. C'est un petit peu tard aussi, mais en même temps, Twitch, je pense, n'est pas une grosse menace pour YouTube aujourd'hui. C'est pas leur priorité numéro 1. Leur priorité numéro 1, ça va être tout ce qui est mobile. Mais c'est quand même un truc qu'ils sont en train d'avancer petit à petit. Ils avancent leur bille. Et l'avantage, c'est que chez YouTube, ils ont plein d'équipes qui travaillent sur plein de domaines différents. Donc ils avancent en bulldozer un peu en même temps sur tous les sujets, quoi. Et du coup, en fait, pour moi, c'est là qu'arrive le principal risque que YouTube va devoir rencontrer en 2022. Ce principal risque, à mes yeux, c'est qu'en fait, comment YouTube va faire pour gérer tous ces formats différents? Comment YouTube va faire pour passer d'une plateforme où on sait qu'on va regarder des vidéos qui en moyenne vont durer entre 5 et 15 minutes, à une plateforme où on va avoir à la fois des contenus de 15 secondes, des contenus de 2 heures, des contenus audio, des contenus vidéo, des contenus verticaux, des contenus horizontaux, où on va avoir des outils de live streaming, des outils pour gérer les commentaires, pour gérer la communauté, les playlists. Ça commence à faire énormément de choses. Et le gros enjeu pour YouTube, et c'est vrai que moi je participe à quelques enquêtes, quelques études R&D de YouTube, et très souvent ça porte sur l'ergonomie de l'appli, sur est-ce qu'on peut supprimer ce truc-là, est-ce qu'on peut remplacer ce bouton-là par ce bouton-là. On sent qu'en ce moment ils sont vraiment focus à fond là-dessus, sur comment on fait en sorte de pouvoir démultiplier les formats sans rendre l'appli, sans que ça devienne une usine à gaz en fait. Et pour moi le principal risque il est là. Je trouve qu'ils sont assez prudents dans la façon dont ils avancent là-dessus. Mais le gros enjeu, il est vraiment là. Et je trouve que finalement, sur les shorts, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que quand je démarre YouTube, j'ai généralement une proposition pour aller voir des shorts. Et en un clic, ça y est, je suis dans l'interface short, je vois plus le reste de YouTube. Et je trouve que c'est la meilleure façon de fonctionner. Et de la même manière, si on a un truc qui nous permet de cliquer sur un truc pour être dans l'interface podcast, je pense que c'est la bonne voie à suivre. J'espère qu'ils vont y arriver en fait, mais voilà, c'est un petit peu un doute que j'ai. Le seul truc sur lequel YouTube aujourd'hui n'a pas l'air de vouloir avancer, c'est sur tout ce qui est séries, cinéma, etc. C'est-à-dire Netflix. En gros, YouTube, je pense qu'ils ont un peu laissé tomber cette partie-là. Ils avaient essayé de produire un peu des séries et tout ça. Ça n'a pas tellement marché, ça n'a pas tellement pris. Donc je pense qu'ils laissent tomber ce truc-là pour l'instant. Et à mon avis, ils ont plutôt raison. Et globalement, voilà, après cette année 2021 où tout s'est passé sans encombre, YouTube domine son segment, c'est-à-dire les vidéos de 5 à 30 minutes. Ils sont tout seuls sur ce segment-là. Donc quelque part, ils prennent pas de risques. Ils peuvent se permettre de se planter un petit peu, d'avoir des petits soucis d'interface qui marchent pas très bien, tiens, en fait, les créateurs de contenu ont peut-être un petit peu moins de vues là-dessus parce qu'on a poussé un peu plus d'autres types de formats. Je pense que YouTube va pas trop s'en inquiéter parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas tellement d'autres endroits où aller en fait. Donc pour eux, c'est le bon moment. Par contre, s'ils attendent un petit peu et que TikTok se met à faire des vidéos de 10-15 minutes et que ça commence à devenir une plateforme pour du contenu plus travaillé et plus long, là, ils vont se dire « Merde, on a manqué le coche et tout ça ». Donc je pense vraiment qu'en 2022, ils vont y aller à fond les ballons pour essayer d'aller repiquer la place de numéro 1 sur les contenus courts à TikTok et peut-être essayer d'aller piquer la place de numéro 1 sur les podcasts et sur les streamings. Même si ça, je pense que ça prendra un petit peu plus de temps. Autre chose intéressante, qui a de l'IA d'ailleurs dedans, beaucoup d'intelligence artificielle, c'est YouTube Shopping.
On ne va pas en parler très très longtemps, mais en gros, l'idée c'est de pouvoir proposer, d'avoir des liens cliquables directement sur la vidéo pour pouvoir aller acheter des produits et que même le produit soit en fait une petite fenêtre qui s'ouvre, on reste dans l'appli YouTube, donc on peut commander le produit en direct. Ça, c'est quelque chose qui est amené à se développer, qu'on soit content ou pas. Eux, ça leur permet de récupérer des sous sur tout ce qui va être affiliation, recommandation de produits, etc. Et on sait qu'il y en a quand même beaucoup sur YouTube, que ce soit dans la tech, dans la beauté, dans les vêtements, tous ces machins-là. Instagram a déjà mis en place des trucs comme ça. Évidemment, toutes les plateformes chinoises sont hyper en avance là-dessus. Il y a en Chine des streamers qui ont des millions de viewers qui vont faire des millions d'euros de chiffre d'affaires sur un stream, parfois. Donc en fait, c'est une nouvelle façon d'acheter des produits, de consommer, qu'on aime ou pas. En tout cas, ça existe, qui existe en Chine et que YouTube va probablement chercher à implémenter. Ils ont déjà commencé à le tester pendant un gros live stream qu'ils avaient fait aux États-Unis à la fin de l'année 2021. Et YouTube est aussi un petit peu en train de venir prendre sa place sur tout ce qui concerne les partenariats avec les marques. Alors ils y vont à tâtons, mais on a vu dans le dernier live qu'ils développaient un outil qui nous permettait de créer un Media Kit pour pouvoir plus facilement présenter nos performances de chaîne avec des marques. Ils ont YouTube Brand Connect qui aide certains créateurs, notamment aux États-Unis, à trouver des deals, des partenariats avec différentes marques. Donc petit à petit, ils rentrent un petit peu dans ce marché-là. Évidemment, je pense qu'ils ont leur place. Je pense qu'ils ne sont pas encore très bons là-dedans, qu'il y a d'autres acteurs qui sont bien meilleurs que eux. Mais petit à petit, ils vont essayer d'aller grappiller là-dessus aussi. Alors, qu'est-ce qui manque encore à YouTube pour que ce soit la plateforme parfaite? À mon sens, quasiment le plus gros truc qui manque aujourd'hui, c'est que ce soit un vrai réseau social. À mon sens, c'est pas tout à fait un réseau social parce que l'espace commentaire, c'est plutôt une discussion entre la personne qui commente et le créateur de contenu. Il y a de temps en temps une ou deux petites réponses dans des commentaires, mais en gros, voilà, on est au niveau d'Instagram de ce point de vue-là. On est encore très très loin de ce que peuvent faire des groupes Facebook ou des Discord, par exemple, en termes de sentiment de communauté et d'échanger entre les membres. Et j'ai envie de dire, à la limite, sous les vidéos, ça me gêne pas trop, parce qu'effectivement, sous les vidéos, c'est pas tellement l'endroit pour lancer des discussions. À mon avis, l'endroit pour lancer les discussions, c'est la zone des membres, la zone des memberships. Et c'est là où moi j'ai un gros souci avec YouTube. Je dis, pourquoi vous focalisez pas un petit peu là-dessus, parce que pour vous, c'est une source de revenus intéressante. Ça crée un esprit de communauté, ça donne envie aux gens de revenir sur YouTube, etc. Comment ça se fait qu'on n'ait pas un chat, un espace de discussion, un truc type groupe Facebook, Discord, ou peut-être, attention, j'ose, ou peut-être relancer du Google+. Parce que finalement, Google+, ce serait parfait pour la zone membre en réalité. Vous aviez des petits cercles de personnes qui ont différents centres d'intérêt, et vous pouviez parler à tous les cercles ou seulement à certains, et on pouvait aborder différentes thématiques et différents sujets. Je pense que ce serait pas mal en vrai de relancer Google+, pour les membres YouTube. Autre gros point sur lequel, à mon sens, YouTube n'arrivera pas à reprendre la première place qu'a pris TikTok sur tous les formats courts, c'est le shoot de dopamine. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire quand vous créez votre premier contenu, quand vous créez votre premier short, vous créez une nouvelle chaîne, vous créez un short sur YouTube, le plus probable, c'est que pendant les 5 premiers jours, il ne se passe rien du tout. Vous avez peut-être 2-3 vues, 0. Vous créez la même vidéo sur TikTok, le plus probable, c'est que dans les 5 premiers jours, vous ayez 100 vues ou 1000 vues, vous ayez 5 ou 6 commentaires, vous ayez 3 ou 4 abonnés. Il se passe quelque chose en fait dès le départ. Quand on est un nouveau créateur, sur TikTok, ils nous mettent un petit peu en avant et ils nous stimulent un petit peu en disant « Hey, regarde, chez nous, ça marche !» Et ça, j'ai commencé, justement, en parlant avec les TikTokers, il y en a certains qui m'ont dit, j'ai commencé sur YouTube, et il se passait rien. J'avais 50 vues par vidéo, alors que j'avais déjà fait une dizaine de vidéos. Je suis allé sur TikTok, et dès mon premier TikTok, j'ai eu 1000 vues et j'ai eu 100 abonnés. Et donc, en fait, pour ces gens-là, en fait, rien que par cette espèce de shoot de dopamine, ils se disent, ok, bah du coup, je vais aller sur TikTok. Et ça, je pense que c'est le truc sur lequel YouTube, il faut qu'il travaille un petit peu sur comment faire en sorte que les tout premiers contenus qu'on met sur une chaîne YouTube, ils soient plus poussés et plus mis en avant, juste pour nous motiver un petit peu à créer un petit peu plus de contenu derrière. Et enfin, là où je pense qu'il y a aussi pas mal de potentiel, notamment sur les contenus longs, c'est d'améliorer encore l'expérience de visionnage sur la télévision. Je ne sais pas comment ils peuvent faire, parce que quand on a un catalogue de contenu aussi important, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, globalement, on a l'interface d'ordinateur qui a été remise sur une télé. Je pense qu'on n'est pas encore parfait et que YouTube pourrait plutôt s'inspirer des interfaces type Netflix, justement, pour qu'on puisse naviguer, peut-être par thématique, peut-être, voilà, qu'on puisse un peu plus facilement zapper, en fait, et plus facilement passer sur plein de contenus et dire, ok, en fait, c'est ça que j'ai envie de voir, peut-être classé par catégorie, plutôt que d'avoir l'interface habituelle, pour que ça devienne plus un réflexe pour beaucoup de gens de se dire, je me mets dans le canapé, je lance YouTube et je vais découvrir des contenus super cool. Alors mon conseil pour vous pour 2022, si je vous en donnais qu'un, c'est de faire des shorts. Alors partez pas tout de suite, me jetez pas des pommes pourries à la tronche. Je vous dis ça pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que déjà, ça va être douloureux pour la plupart d'entre vous.
parce que c'est très différent des contenus qu'on a l'habitude de faire. Mais le truc, c'est que vous allez énormément apprendre en faisant ça. C'est une gymnastique de création qui est totalement différente. En fait, le short, vous n'avez pas le choix pour que ça marche de faire du contenu à l'état pur. C'est-à-dire, vous allez devoir enlever tout ce qui est accessoire, tout ce qui est emballage, on va dire. Pas besoin d'avoir la plus belle image, pas besoin de, on va dire, de blablater un petit peu avant d'amener le sujet. Non, 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 c'est du pur contenu, juste de l'info, juste du divertissement, très rapide et très efficace. On a aussi d'ailleurs un impact quasiment nul de la miniature ou du titre sur des shorts. Et donc en fait, on est jugé que sur le contenu. Et ça vous entraînera d'ailleurs à faire des très bonnes accroches pour vos débuts de vidéos YouTube. Donc attention, je ne vous pousse pas à ne faire que des shorts, même si certains d'entre vous peut-être le feront. Non, non, ce que je pense, c'est que c'est vraiment bien d'en faire. Vous en faites quoi? Une dizaine, une quinzaine sur l'année, que vous allez vraiment bien travailler. Et considérez ça vraiment comme un entraînement et comme un exercice. Parce que c'est aussi ma vision, hein. Moi je ne suis pas du tout un grand promoteur des shorts et j'espère que la plupart des gens vont continuer à aller voir YouTube pour les contenus longs qui à mon sens sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus pertinents et meilleurs pour le monde en général quelque part, hein, qu'on puisse un peu prendre le temps d'aller plus en profondeur sur les sujets. Mais encore une fois, on a beaucoup de choses à apprendre des gens qui ont percé sur TikTok et qui ont appris comment attirer l'attention des gens, les intéresser à un sujet en quelques secondes, ce que nous autres youtubeurs souvent on a un petit peu du mal à faire. Et le coin des youtubeurs alors? Eh ben en 2021, si je vous donne l'indicateur que je regarde sur toutes les chaînes YouTube, qui est pour moi l'indicateur le plus important, c'est-à-dire le niveau de vue de base, c'est-à-dire en gros quand vous sortez n'importe quelle vidéo la plus nulle possible, combien vous avez de vues au minimum sur cette vidéo-là, qui pour moi correspond à la communauté, aux personnes qui vont aller voir tous vos contenus. Sur le coin des youtubeurs, on est passé au début de l'année d'à peu près 1000 vues de base par vidéo à peu près 2000 vues de base par vidéo, donc x2, ce que je trouve plutôt bien en fait, vu la peu de quantité de contenu que j'ai sorti, et ce qui me donne confiance quand même dans le fait que les contenus sont de mieux en mieux et vous intéressent de plus en plus, et que je peux continuer un peu sur cette voie-là. Et surtout, je constate que l'écrasante majorité des personnes qui suivent les vidéos et qui commentent sont des vrais créateurs de contenu. C'est-à-dire des personnes qui ont des chaînes YouTube, passionnées, qui échangent avec leur communauté et qui sont là depuis un certain temps. Et ça me fait tellement plaisir parce que je vois d'autres chaînes YouTube de personnes qui donnent des conseils à des youtubeurs où en fait quand on regarde dans les commentaires, c'est quasiment que des chaînes où il y a 2 vidéos ou 0 ou 10 abonnés et donc c'est vraiment souvent très axé pour les débutants et je sais que parmi ceux-là il y en a beaucoup qui vont abandonner très vite. Moi ça me fait très plaisir parce que c'était mon but en fait de toucher quelque part des créateurs de contenu qui sont là pour rester longtemps sur la plateforme, qui sont motivés, qui ont surtout une grosse passion à partager. Donc ça c'est top et big up à vous. Et ça m'a fait marrer justement tout récemment, j'ai vu quelqu'un qui a commenté sous une de mes vidéos, je vous lis le commentaire, il a dit « C'est énorme, toutes les personnes qui commentent sont des vrais youtubeurs ». C'est ce qu'il m'a mis dans le commentaire. Donc je pense qu'il a dû aller voir les différentes chaînes YouTube et dire « Bah ils ont tous 500 abonnés, 1000 abonnés, 50 000 abonnés, c'est génial ». Et oui, enfin moi je trouve ça vraiment cool et je suis vraiment très fier de ça en fait. Alors en termes de publication, en 2021, j'ai publié que 15 vidéos. Alors par contre je les ai beaucoup plus travaillées que d'habitude et sur les stats sur ces vidéos là j'ai des bons taux de clics aussi parce que maintenant je fais faire mes miniatures, la plupart de mes miniatures par une spécialiste qui est très très douée pour ça et le fait que j'écrive mes vidéos fait aussi que maintenant pour la plupart du temps j'ai des très bonnes courbes de visionnage, à part peut-être celle-là où j'aurais peut-être pas une super courbe de visionnage parce que vous voyez je le fais un petit peu plus à l'arrache, mais du coup en fait par rapport à toutes les chaînes que j'ai coachées, je sais qu'en termes de stats je suis dans les bonnes zones pour pouvoir avoir des vidéos virales. Donc il me reste à transformer l'essai avec des vidéos écrites dans le même standard, le même niveau d'écriture et de qualité et d'information, sauf en les faisant plus longues pour avoir un watch time moyen qui est meilleur sur mes vidéos. Et aussi probablement en faisant quelques sujets qui parlent à une audience plus large. Là pour l'instant je suis vraiment sur des sujets très techniques qui parlent directement aux youtubeurs et pas tellement, on va dire, je suis pas encore tellement en mode où je fais découvrir à des personnes qui sont pas encore youtubeurs ce que c'est que notre univers à nous pour leur donner envie de nous rejoindre. Et c'est ça que j'aimerais bien faire. À côté de ça, j'ai aussi de plus en plus de retours positifs de chaînes de taille vraiment importante. Pas forcément dans les commentaires sur YouTube, mais je reçois régulièrement des messages sur Instagram, des tweets, des emails, des trucs comme ça, de chaînes où je soupçonnais pas que ces chaînes me suivaient. Et ça fait trop plaisir. Et ça représente d'ailleurs une bonne partie des audits de chaînes que je réalise, des coachings, qui vont être sur des chaînes généralement, cette année en tout cas en moyenne, on était entre 20 000 et 200 000 abonnés, avec quelques touches sur des chaînes beaucoup plus grosses, notamment des chaînes de plusieurs millions d'abonnés. Alors il y a une touche que j'ai pas convertie avec un très gros youtubeur, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais je commence à avoir des chaînes, là j'en ai une récemment, quasiment à 800 000 abonnés, qui commencent à être intéressées par mes services, et donc ça, forcément, ça me fait très plaisir. J'ai même pu refuser quelques clients, dont certains très importants, tout simplement parce que je partageais pas leurs valeurs, et donc j'ai pas envie de les aider
à booster une chaîne YouTube qui met en avant des valeurs qui ne sont pas les miennes. Et ça, je trouve que c'est un bon luxe de pouvoir dire non, toi, j'ai pas envie de travailler avec toi. À côté de ça, j'ai aussi pas mal d'opportunités pour commencer à bosser avec des entreprises et à aider des entreprises à se développer sur YouTube. C'est une de mes activités, vous le savez sûrement. Et avec quelques belles petites réussites, notamment une chaîne qu'on a lancée tout récemment avec un professionnel qui n'est pas du tout dans la vidéo, qui n'avait jamais fait de vidéo de sa vie. Et sa traversée du désert, si on peut parler de traversée du désert, parce que c'est un concept qui mériterait une vidéo en tant que tel, sa traversée du désert a duré 4 vidéos, ça va. La 5e vidéo, aujourd'hui, elle est à 35 000 vues, elle continue de faire 2000 vues par jour en moyenne, donc elle est partie pour atteindre des sommets, sa chaîne est en train d'exploser, donc on va accélérer un petit peu les choses avec lui, quoi. Donc dans la partie que vous voyez pas sur la chaîne YouTube du coin des youtubeurs, notamment donc ces audits qui pour moi sont hyper importants, j'en ai fait 25 en 2021, plus plein de consultations d'1 heure qui permettent justement d'accompagner des youtubeurs ou des entreprises, ou parfois juste parce qu'il n'y avait pas besoin d'un audit complet et qu'une consultation permettait déjà de remplir le bon rôle. Mais en gros voilà, moi j'adore les audits parce que c'est des trucs où vraiment j'ai une photographie complète d'une chaîne YouTube. Ça me permet aussi de m'intéresser à des gens qui sont passionnés dans plein de domaines différents, donc c'est hyper riche et hyper enrichissant pour moi. Et surtout ça me permet d'apprendre et de me nourrir en permanence de nouvelles techniques qui marchent, de nouvelles tendances sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment génial. Et ensuite je m'amuse à suivre tous les mois les performances de tous mes petits poulains justement. Et ce qui est cool, c'est que cette année j'ai enfin pris le temps de mesurer ce que j'avais pu apporter aux chaînes YouTube. C'est-à-dire en gros par rapport à la tendance qu'ils étaient en train de suivre avant, suite à mes conseils, comment la tendance a pu augmenter et ce que j'ai pu leur apporter. Et en moyenne, sur toutes les chaînes qui ont appliqué quasiment 100% des conseils que je leur demandais, j'ai pu calculer qu'en moyenne, mon intervention leur a permis d'augmenter leur nombre de vues en moyenne de 900 000 par chaîne, et qu'en termes de valeur, via YouTube directement et indirectement, en moyenne, on était aux alentours de 21 000 € de gains grâce à mon intervention. Donc ça, quelque part, j'en avais besoin de pouvoir voir que ça permettait de valider mon expertise et dire « Ok, en fait, je raconte pas de la merde, mes conseils sont bons, et quand ils sont appliqués, ça a des vrais résultats. » Et donc ça m'a fait super plaisir, et ça veut aussi dire probablement que je me vends pas assez cher, mais ça, c'est un tout autre sujet. Mais je suis évidemment tout aussi fier de toutes les personnes qui m'envoient des messages en disant « Bah écoute, ma chaîne YouTube, elle se développe super bien, j'ai gagné 4000 abonnés en 2 mois, juste en suivant tes conseils gratuits sur la chaîne du coin des youtubeurs. » Et ça me fait tout autant plaisir, évidemment. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'avais un youtubeur qui a une chaîne qui a démarré il y a 6 mois, 1 an, où il fait les vidéos sur son nouveau concept. Et il a régulièrement des vidéos qui font plus de 20 000 vues. Et il me disait que les vidéos qui font beaucoup de vues, systématiquement, sont des vidéos où il a appliqué mes conseils sur le storytelling, dans la vidéo où j'explique comment appliquer un bon storytelling avec l'arc narratif, etc. Et où il applique mes conseils sur les miniatures. Et donc lui, juste avec la version gratuite du coin des youtubeurs, ça lui suffit parce qu'il est capable d'appliquer directement les trucs, il n'a pas besoin de mon aide. Et je trouve ça trop cool. Bon, il a quand même finalement pris une consultation parce qu'il veut que je l'aide à aller encore plus loin. Mais rien qu'avec la partie gratuite, il se démerde déjà très très bien, donc ça me fait super plaisir. Et évidemment, c'est pas automatique, il n'y a pas que mon impact. Je remarque que les youtubeurs qui marchent mieux sont des gens qui ont beaucoup de passion, qui sont capables de s'investir énormément en temps dans leurs vidéos et qui ont aussi souvent une capacité d'adaptation assez importante et d'expérimentation surtout. C'est des personnes qui sont prêtes à tout le temps changer, expérimenter, tester des trucs. Dans les prochains mois sur le coin des youtubeurs, je vais pas vous mentir, je vais pas être hyper présent, je vais pas vous faire 3 vidéos par semaine ou 3 vidéos par mois, même probablement qu'on sera aux alentours d'une vidéo par mois plus le live, un peu le rythme qu'on avait l'année dernière, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de projets pro à côté qui sont en train de se développer et sur lesquels il faut que je passe du temps pour sortir ces trucs là, et une fois que ce sera bon, je vais essayer en tout cas de revenir beaucoup plus fort sur YouTube. Il y a aussi un côté intéressant, c'est que ces projets se développant, ça m'amène un petit peu plus de chiffre d'affaires et je peux faire grandir un petit peu l'équipe. Donc je suis un petit peu en train de faire monter en compétence des personnes qui vont m'accompagner sur les coachings, sur les audits, sur les consultations, qui sont des choses qui sont très chronophages aujourd'hui. Et je commence à déléguer pas mal de tâches aussi, ce qui va me permettre petit à petit de reprendre du temps pour faire de la création de contenu, parce que c'est ce que j'adore faire. Et donc mon but un petit peu tout ça, c'est me libérer du temps pour être plus présent sur YouTube, pour vous faire plein de vidéos. Mais je vous dis, il va falloir peut-être bien les 6 premiers mois de l'année pour que tout ça s'ajuste. Organiser une nouvelle entreprise qui est en train de se créer, ça prend du temps, c'est complexe. Et donc, je vous demanderai un tout petit peu d'indulgence sur le fait que dans les prochains mois, il n'y aura pas 4 vidéos par mois. Ce sera probablement une vidéo par mois, peut-être 2 max si je me débrouille bien. Peut-être si cette vidéo marche bien, si je vois qu'elle cartonne, j'oserais peut-être plus faire des vidéos un peu moins structurées et organisées. Donc, pourquoi pas en faire un petit peu plus comme ça. Mais voilà, dans tous les cas, il y a plein de belles choses qui arrivent sur 2022. Je vous ai parlé de storytelling. Une petite piqûre de rappel, c'est toujours super intéressant. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici,
qui vous explique comment bien appliquer l'arc narratif dans vos vidéos pour justement écrire des meilleures vidéos, avoir des vidéos qui ont des meilleurs watch time et surtout qui intéressent les gens et que les gens se disent waouh, c'était génial cette vidéo, j'ai été soufflé, j'ai appris plein de trucs. Et donc leur donner envie de revenir encore plus. Allez la voir, cliquez là, on se retrouve là-bas.